avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Soyez les bienvenus, merci de nous retrouver. Nous sommes avec un aventurier, un Arlésien. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, vous rentrez d'un tour du monde qui a duré 1 an, un tour du monde que vous avez réalisé en collaboration avec une école. Vous allez nous en parler un petit peu. Vous avez 32 ans, Guillaume. Oui, voilà, j'ai 32 ans et je rentre là en début d'année 2019 de mon tour du monde d'1 an. Alors comment ça s'est passé et surtout comment vous avez mis en place ce projet ? Alors ce projet, je l'ai mûri pendant plusieurs années. D'ailleurs, c'est un projet, le tour du monde m'a pris 1 an, mais c'est un projet que j'ai mené sur 2 ans parce que ça a commencé en 2017. Je voulais un peu changer d'air, ma vie professionnelle tournait un peu en rond et j'avais besoin de nouveaux challenges. Et ayant fait des études dans l'enseignement, dans la culture et dans le tourisme, je me suis dit il faut que j'aille voir ailleurs. Et je voulais pas partir faire un tour du monde sans objectif. Alors je dis pas que ceux qui partent avec juste l'idée de profiter le font mal, mais moi je me sentais pas de partir 1 an sans avoir un projet à mener. Donc par rapport à mes études, je me suis dit il faut que j'intègre des enfants. Et je suis allé voir l'école de Saint-Étienne-du-Grèce et le collège de Saint-Martin-de-Crau qui, avec une classe de CE1 et une classe de 4e, m'ont suivi pendant 1 an. Donc ce que j'ai préparé avant, c'est pendant 6 mois, je suis allé toutes les semaines dans la classe et on a mis en place la géofabulerie, c'est la géographie de manière ludique et créative, pour intégrer ce voyage dans leur programme scolaire. Donc 6 mois avant le voyage, j'ai déjà commencé à le préparer avec eux. Et à mon retour, je suis retourné dans les classes pour leur présenter un peu mieux tout le voyage. Et on a monté une exposition qui s'est finie là en avril et qui a bouclé la boucle en fait. J'ai une petite particularité, c'est que je suis malvoyant. Je suis porteur de la maladie de Stargardt. J'ai 1/10 à chaque œil. Ça m'empêche de conduire. Et donc, c'était un petit challenge personnel de me dire que, alors que en France, parfois, on peut me brider ou juger de mes capacités à ma place, là, je me suis lancé le challenge de partir seul. Donc, je pouvais pas conduire, donc c'était les transports en commun. Ça m'a permis de rencontrer des tas de gens parce que, par exemple, dans une gare ou dans un aéroport, je ne peux pas lire la signalétique. Donc, ça m'a permis d'aller vers les autres, ce que je fais de manière naturelle depuis que j'ai ce handicap. Et ça m'a permis surtout d'en parler avec les enfants. Donc, de mon handicap, mais du problème de vue des malvoyants en général et de tout type de handicap. Je l'ai étendu à tous les types de handicap vu que j'ai voulu soutenir une association qui est le Sourire de Capucine, qui est une petite qui est porteuse de la maladie CDKL5. Donc, elle est polyhandicapée et qui ne pourra jamais voyager. Donc, avec les enfants, on a voulu faire un drapeau que j'ai présenté dans les endroits les plus beaux du monde. Enfin, que j'ai trouvé les plus beaux du monde. Et alors vous êtes allé découvrir pendant 1 an, en partant d'Arles, vous avez fait le tour du monde, vous avez découvert plusieurs pays. Combien de pays au total ? Alors, j'ai fait 12 mois, 12 pays, ce qui peut paraître court, ce qui était pour moi un juste milieu, sachant qu'il fallait que je montre un maximum de choses aux enfants. Et en même temps, comme moi, j'ai travaillé dans le tourisme et je voulais vraiment ne pas me presser et prôner des valeurs de slow travel, de tourisme durable. Donc, je prenais le bus souvent. Donc, c'était un juste milieu, 12 pays en 12 mois. Quel est le premier pays que vous avez parcouru ? Alors, je suis arrivé en Thaïlande, la machine à laver thaïlandaise. Je suis arrivé à Bangkok le 3 janvier. Alors, je venais de faire froid et je suis arrivé dans un pays, dans une ville qui vit à 100 à l'heure. Il faisait 40 degrés, un taux d'humidité hallucinant. Ça a été un premier choc. Deuxième pays ? Le Laos, qui est pour moi le pays de tous les possibles. C'est un peu dans l'Asie du Sud-Est. Le Laos, c'est le pays un peu oublié. Et du coup, les gens sont contents de voir des touristes encore.
et veulent vraiment nous aider. Moi, j'ai eu plusieurs fois à demander ma route à des gens et quand je leur disais je veux aller là-bas, ils me répondaient mais pourquoi? Et quand je leur disais ben, c'est parce que je veux voir à quoi ça ressemble, ils étaient tellement contents qu'ils m'y menaient. Quel est le troisième pays que vous avez rencontré, Guillaume? Après, j'ai fait le Cambodge. Donc, j'ai traversé à chaque fois par des frontières terrestres. Je suis par les bus, la route, cette route-là. Donc, je suis arrivé par le nord du Cambodge, les temples du Cambodge, les temples d'Angkor. Et j'ai découvert un pays qui est sans doute le pays qui m'a le plus touché émotionnellement, notamment par rapport à l'histoire récente et au Khmer Rouge et au sourire des enfants et se dire avec une histoire récente si dure, de voir des gens si fiers, souriants et accueillants, ça m'a fait vraiment du bien. Quelle est la suite de votre programme? On en est déjà au quatrième pays alors, il me semble. Quatrième, donc le cinquième, je suis allé au Vietnam, donc par le sud, par Ho Chi Minh, et j'ai remonté le pays jusqu'à la frontière chinoise, vu que je suis allé dans la province d'Ajiang, et il m'a fallu obtenir un permis. C'est vraiment sans doute l'endroit le plus dépaysant que j'ai vu au Vietnam, alors que j'ai fait la baie d'Along et tout. Mais dans cette région-là du Vietnam, déjà, il y a une tradition qui est mixée avec la tradition chinoise. On voit que ça se ressent en termes de mode au niveau des vêtements, sur les marchés. On voit que ça bouillonne de tradition encore là-bas. J'ai vraiment adoré cette région. Ensuite, je suis allé en Indonésie. Donc, en Indonésie, j'ai fait 3 îles. J'ai fait Flores, qui est sans doute pour moi, en termes de paysage, la carte postale, c'est Bali d'il y a 30 ans. C'est de là qu'on peut voir les dragons de Komodo. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir les voir encore longtemps. Je crois que le gouvernement indonésien veut fermer l'île, enfin le parc, parce qu'il y a 2 îles. Il y a Rinca et l'île de Komodo sur lesquelles on peut les observer. Mais donc, Flores, c'était vraiment génial. Il n'y a qu'une seule route. Moi, j'ai fait un peu de stop, un peu de bus, un peu de motobike. C'était vraiment génial. Après, je suis allé à Bali, mais à Bali, je suis vraiment resté dans le nord. C'est là-bas que j'ai passé mes diplômes de plongée. Et je suis allé sur Java pour voir les volcans parce que les enfants m'avaient demandé de leur montrer des volcans. Donc Après, on le rappelle, pendant tout ce périple, les enfants étaient en train de vous géolocaliser, ils vous voyaient sur leur carte que vous aviez préparée en amont, et donc ils pouvaient imaginer ce qui était en train de vous arriver. Elle s'est allée encore plus loin, c'est-à-dire que moi, je leur avais fixé les 12 pays et que eux ont dû réaliser des exposés et c'est eux qui me demandaient sur place d'aller voir telle ou telle chose. Je suis allé voir les dragons de Komodo parce que c'est les enfants qui me l'avaient demandé. Je suis allé voir les volcans pour la même chose, les temples d'Angkor pareil. Et là, dans ma prochaine étape en Australie, ils m'avaient demandé d'aller voir la Grande Barrière de Corail. C'est pour ça qu'en Indonésie, j'ai passé mes diplômes de plongée pour pouvoir aller passer 3 jours sur un voilier et observer la Grande Barrière de Corail. Ça m'a permis de leur parler des poissons, mais aussi du réchauffement climatique et de tous des sujets qui sont on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. L'Australie, j'ai fait la côte Est. J'en ai profité pour prendre des cours d'anglais parce que mon anglais était sommaire et donc je me suis arrêté un mois à Brisbane, enfin quelques semaines à Brisbane pour perfectionner mon anglais. Et je suis allé en Amérique du Sud. J'ai fait le Chili. Alors là, c'est génial parce que le Chili, c'est un pays qui fait 5000 kilomètres de long. Et j'étais à Santiago et je venais de lire la biographie de Magellan. Et je me suis dit, oh, quand même, il faudrait que j'aille voir en Patagonie. Donc, j'étais au Chili en juillet. La Patagonie, c'est plein hiver. Il faisait moins 15 degrés. Mais je me suis dit, oh, je suis qu'à 1000 kilomètres du détroit. J'y vais, je fais un détour. Donc, je suis allé passer une semaine un peu plus absolument magique, coupé de tout. Parce que la Patagonie, c'est magique. Mais la Patagonie, en plein hiver, il y avait personne. Je suis allé dans Torres del Paine. On était 3 à faire le trek au milieu de nulle part. C'était vraiment fabuleux. Après le Chili, j'ai fait un crochet par l'île de Pâques. Et après le Chili, je suis remonté, j'ai passé la frontière par le Salar d'Uyuni en Bolivie. J'ai fait la Bolivie. En Bolivie, j'ai fait les salars. J'ai fait une partie de l'Amazonie. Et j'ai fait sans doute l'expérience qui, par rapport à mon handicap, m'a le plus tenu à cœur. C'est que au nord de La Paz,
il y a le Huayna Potosí, qui est un sommet qui culmine à plus de 6000 mètres et qui culmine à 6088 mètres d'altitude. Et donc, c'était un peu mon challenge personnel. Alors, qui s'est soldé par un échec, mais qui pour moi a été la plus belle de mes victoires, parce que donc j'étais en cordée avec quelqu'un qui a eu le mal de l'altitude. Et moi, Guillaume, en situation de handicap, j'ai dû aider quelqu'un parce que quand on est en train de faire une ascension, l'individuel ne compte plus et c'est le collectif qui prime. Et donc, j'ai dû aider cette personne à redescendre et ça a été pour moi la plus belle des victoires, plus que d'aller prendre une photo finalement au sommet de cette montagne. Je suis ensuite allé au Pérou. J'ai des amis qui m'ont rejoint pour faire tout le sud, donc avec le Machu Picchu notamment. Et je suis allé me reperdre dans le nord du Pérou, dans la région de Huaraz. C'est un peu les Alpes, ils appellent ça les Alpes de la région andine. Et je suis allé faire des treks là-bas. Et après, je suis allé découvrir l'Équateur. L'Équateur, c'est un pays dont finalement pas grand monde ne parle quand on va en Amérique du Sud et qui, pour moi, a été une révélation totale. L'Équateur, il y a la montagne, la jungle, les volcans, la faune, la flore, les Galapagos. Ça a été pour moi, ça a été une explosion de saveurs, de couleurs. Ça a été juste fabuleux. Sans doute mon pays coup de cœur en Amérique du Sud. Et j'ai fini ce séjour en Amérique du Sud en Colombie. Donc là, je suis allé dans la région de Cocora voir les palmiers géants et j'ai passé un peu de temps sur la côte Caraïbe à Palomino, ce qui m'a permis d'aller vers Cabo de la Vera, c'est la frontière avec le Venezuela, pour un peu parler de ça. Ensuite, j'ai fini aux États-Unis, la Floride. Les enfants m'avaient demandé de voir les alligators des Everglades. Et après, pour moi, je me suis fait un peu plaisir. J'ai fait la route du blues avec la Nouvelle-Orléans, Memphis, Nashville et j'ai fini à New York avant de rentrer. Excellent Voilà. ça. Écoutez Guillaume, vous nous avez envoyé du rêve, vous nous avez fait une très belle carte postale, même c'était carrément un guide. Alors, est-ce qu'on peut retrouver vos aventures sur YouTube en vidéo ? Alors, on peut retrouver toutes mes aventures sur Guillaume est ailleurs. Quand on tape ça sur Google, il va avoir mon compte YouTube, mon Facebook, mon Instagram et mon blog avec les articles et toutes les vidéos. De retour de votre tour du monde, vous vous êtes dit, au fond, il y a des aventures également à mener localement. Oui, c'est ça. En fait, quand on part un an autour du monde et qu'on revient, on a la bougeotte. On a envie de continuer à être stimulé, à rechercher des informations. Sauf que comme moi, j'ai fait des études dans le tourisme, j'étais vraiment sensibilisé aux questions d'écotourisme, de tourisme durable. Du coup, je me suis beaucoup renseigné sur Internet et j'ai trouvé certains voyageurs qui prônent les micro-aventures. C'est en quelque sorte des aventures au pas de sa porte. Et là, je rentre justement d'une aujourd'hui. J'habite à Arles et à Arles, j'ai de la chance, c'est que dans la région, on est encerné de parcs naturels régionaux. Donc là, je suis parti de chez moi en vélo et j'ai fait le tour du lac de l'étang du Vacarès. C'est que c'est quelque chose qu'on peut faire en un week-end, on peut faire assez rapidement, ça demande pas une grosse organisation. Donc moi, ça m'a pris 2 jours. Je suis parti de chez moi à Arles, dans le quartier Montplaisir. J'ai pris mon petit vélo, je suis allé à Trinquetaille pour rejoindre les petits chemins pour aller jusqu'à l'étang du Vacarès. La première journée, je l'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis allé jusqu'au domaine de la Capelière et jusqu'à dormir dans un de leurs gîtes qui est ouvert désormais aux visiteurs. Et pour le lendemain, suivre la digue, aller jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer et revenir par la Draille des 5 Gorges. Alors c'est assez drôle parce que finalement, faire une micro-aventure, ça nous permet de découvrir différemment la région. Je connaissais les Flamands Roses, je connaissais le parc ornithologique, je connaissais les Saintes-Maries, mais de le faire en vélo, ça nous permet d'avoir un autre regard. Quand le 2e jour, j'ai commencé à faire du vélo à 6h du matin pour avoir une belle lumière et voir des animaux, je peux vous dire que j'avais jamais vu la Camargue comme ça. Quels sont les animaux que vous avez pu voir à 6h du matin ? Alors, à 6h du matin, j'ai vu un nombre incalculable de flamands roses
mais aussi des hérons. J'ai vu des tas d'animaux. Même, je savais pas qu'il y avait autant de poissons dans les canaux qui encerclaient l'étang. Vous souhaitez découvrir cette aventure en images et en texte, n'hésitez surtout pas à découvrir le blog de Guillaume, c'est le www.guillaume-et-ailleurs.com www.guillaumeetailleurs.com. Vous allez trouver ça sur Google évidemment. Merci beaucoup Guillaume pour ce périple, cette mini-aventure. Merci à vous.